Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et en ce jour de rentrée, nous allons recevoir notre ami Pierre Jovanovic pour la revue de presse économique internationale, économique et financière. Et bancaire. Et bancaire et politique. Et tout très ça, politique surtout. Tout ça, oui. Bonjour Olivier, merci Bonjour, à Pierre. vous. Merci d'être présent au micro de TV Liberté. Et nous allons commencer par donner, comme à l'accoutumée, mais sous une forme un peu différente, des nouvelles de nos amis les banques. Parce que vous avez une rubrique que vous avez intitulée « Terrorisme bancaire ». Exactement. Ça s'appelle terrorisme bancaire, vu qu'en 2008, on a laissé les banques vivantes alors qu'elles étaient en faillite. Et bien depuis, elles ont pris le pouvoir et maintenant, elles travaillent la main dans la main avec le pouvoir ou les pouvoirs en place. Donc, les spectateurs de TVL, que je salue à nouveau, le savent, puisque TVL a vu son compte bancaire sauter. Alors, c'était au mois de juin. Oui, c'est ça, juste avant l'été. Exactement. Eh bien, figurez-vous que là au cours de cette revue de presse de cet été, que vous pouvez retrouver sur quotidien.com, voilà. Eh bien, par exemple, le crédit coopératif. Ah oui. Alors, voilà, c'est un excellent exemple, parce que là, on voit la politique, la religion, tout se met. Exactement. Le crédit coopératif, qui est historiquement une bande de nazes. Bon, on va le dire comme ça. Hein, je ne parle pas des clients, bien sûr. Je parle du crédit. Et la maintes fois prouvé dans cette revue de presse, eh bien, cette fois, il a franchi le mur du son. Imaginez que la soi-disant gentille banque coopérative a fermé le compte d'une association d'étudiants juifs. Alors attention, là, on est en terrain glissant, là, tout de suite. Là, on va voir tous les trolls de Tel Aviv, là, qui vont arriver. C'était des garçons, cette association d'étudiants qui n'était pas très UJFP, voilà. Alors, je vous le montre, c'était à la une du Monde, mais c'était cet été, hein, pour que ça passe... comme d'habitude, c'est toujours au mois d'août. Au mois d'août, voilà. Là, c'est du 26 au 31 août, du 26 août, voilà. Alors leur seul tort à l'UJFP, hein, l'association des étudiants juifs, machin, c'est qu'ils ne sont pas sionistes et qu'ils défendent les pauvres Palestiniens. Voilà. Et donc, manifestement, eh bien, il y a des cartes de téléphone qui ont été décrochées et ils ont été virés de la banque, comme TVL. Et comme bien d'autres, comme Touati aussi. Exactement, mais je voulais regarder, parce que le Monde nous dit que c'est une relation vieille de 20 ans. Hein. Donc ça veut dire que l'étudiant, l'association des étudiants juifs, voilà, ils étaient là depuis 20 ans, qu'ils n'avaient pas de problème, fondés en 1994, mais ils ont un seul tort aux yeux du pouvoir, manifestement, je ne sais pas lequel. D'accord. Hein, voilà. C'est qu'ils soutiennent les Palestiniens. Voilà. Ils ne sont pas sionistes. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui ça commence à sentir très très mauvais, je trouve. Et ça commence à devenir voyant. Oui. C'est surtout ça. C'est très fâcheux que la banque se mêle de prendre des positions. Ouais, voilà. Alors le PDG. Oui, pardon, allez-y. Non, mais parce que ce qui est arrivé à TV Liberté. Tout à fait invraisemblable, enfin. Mais c'était pour tuer TV Liberté. Oui, c'est raté. Voilà, c'est raté, parce que grâce aux téléspectateurs qui nous soutiennent, c'est vraiment important, mais je veux dire, le boulet de canon, il n'est pas passé loin quand même. Non, mais c'est le cas aussi. C'est du terrorisme bancaire. Absolument. C'est du pur terrorisme, et c'est nouveau. Hein. Moi, j'ai commencé à observer ça dans ma revue de presse il y a à peu près 5-6 ans. C'est-à-dire que quand, vous savez, après 2008, en fait, après la crise. mais ça s'est accéléré. C'est-à-dire que les clients voulaient retirer leur argent, et là, d'un seul coup, comment vous retirez l'argent de votre compte? On ferme votre compte. Oui. Non, mais comme si notre argent leur appartenait. Oui, c'est ça. Non, mais c'est surtout ça. Oui. Et là, on a vu... alors, tiens, je termine sur le crédit coopératif. Le PDG c'est monsieur Pascal Pouillet. Pouillet. Voilà. Et non, mais
Franchement, de quel droit Pascal Pouillet peut-il demander à un client vieux de 20 ans de partir du jour au lendemain simplement pour ses idées ou bien parce qu'il a reçu un coup de fil de Caroline Yadon, j'imagine, voilà. ou de Monsieur Meyer. Vous savez comment on l'appelle maintenant? Qui ça? Pascal Dépouillé. Pascal Dépouillé, oui, bah, c'est plutôt lui qui dépouille. Alors, attends, juste parce que Caroline Yadon a même tenté d'interdire la prestation d'un groupe de rock qui a osé dire « fuck Israël », je le dis. Bon, c'est grossier, mais c'est grossier, mais ça s'est passé. Qui lui a été viré donc c'était c'était le festival Rock en Seine. Ah oui, voilà. À Saint-Cloud. Exactement. Et donc, ils ont fait sauter 500 000 € de financement via Valérie Pécresse. Donc, vous voyez que le pouvoir, il y a un pouvoir. Alors, on nous parle des frères musulmans. Moi, je ne sais pas, mais je connais les frères sionistes. Hein. Nous, on les voit. Hein, là. Moi, dans ma revue de presse, je les vois. Oui. Ça, c'est clair. Je veux faire des... Vous savez que sur Twitter, attends, le nombre de trolls de Tel Aviv qui me prennent la tête, mais c'est hallucinant. D'ailleurs, j'invite nos téléspectateurs, abonnez-vous à mon fil Twitter, hein, venez, parce qu'en plus, si Betendai m'a mis en shadowban il y a longtemps, on va y revenir. Alors justement, vous avez été une victime de cette opération de politisation bancaire, de terrorisme bancaire, mais il y en a d'autres. J'ai cité tout à l'heure Toiti. Oui. Pour ses... Marc Toiti, voilà. Pour ses... il n'a pas vu la crise arriver, mais en même temps, manifestement, là, il a retourné sa veste. Ouais. Ses analyses sont intéressantes. Il est assez bien suivi. Ses analyses sont intéressantes, mais je suis désolé, mais il est arrivé un peu trop tard sur la scène. Bon, bref, il a été exclu de sa banque. Oui, même votre stylo, il n'est pas d'accord. Mais attention, c'est une mésaventure qui peut arriver à des très grands personnages, puisqu'aux États-Unis, c'est arrivé à Donald Trump. Exactement. Alors là, on a regardez bien. Alors ça, c'est du 18 août. Voilà, je le montre à la caméra pour le montage. Alors, figurez-vous que l'administration de Trump a révélé que le président Joe Biden avait expressément demandé aux banques, comme la JP Morgan et Bank of America, de débancariser Donald Trump pour l'empêcher de se présenter aux élections. Du moins pour lui, et surtout pour lui compliquer la tâche. Oui, voilà. Et donc ça a été... Et donc l'administration Biden a mis la pression sur le ministère des Finances pour qu'eux-mêmes appuient sur le bouton et que donc la pression redescende. Voilà. Non mais c'est complètement et donc Trump a expliqué, mais j'avais des centaines de millions, j'avais de très très nombreux comptes remplis de liquidités, mais ils m'ont dit « Je suis désolé monsieur, nous ne pouvons pas vous garder, vous avez 20 jours pour partir ». J'ai répondu, Trump qui parle, vous plaisantez, j'espère, je suis client chez vous depuis 35 ou 40 ans. Voilà. Et avance rapide, en 2025, la chaîne TV Liberté, qui pourtant n'émet que sur YouTube, a été débancarisée, elle aussi, du jour au lendemain, afin de la couler économiquement. Voilà. Et je tiens à préciser que Epstein, qui avait ses comptes, le proxénète Epstein qui prostituait des gamines de 10-12 ans, proxénète pédophile, lui, il avait ses comptes à la JP Morgan. J'ai pas le souvenir que Joe Biden ou l'administration démocrate ait appuyé sur le bouton pour débancariser Monsieur Epstein. Et Dieu seul sait si dans la revue de presse ou dans le livre qu'on a publié, on montre clairement que les gens à la JP Morgan qui tenaient les comptes, c'est-à-dire le personnel de base, a fait remonter les informations comme quoi c'était tout à fait des opérations anormales, et c'est remonté jusqu'à Jamie Dimon. Jamie Dimon a reçu des appels de la CIA et du FBI en disant c'est un homme à nous, vous foutez-lui la paix. Et donc du coup, ça n'a malgré 400 signalements du personnel de la banque. Oui. Je ne sais pas si vous imaginez. Oui, c'est énorme. C'est considérable. Et alors, Kanye West, dans le même genre, parce que là, on rejoint les étudiants juifs, la sauce des étudiants. Kanye West, le chanteur. Oui. Figurez-vous que lui, donc, il avait émis des critiques sur Israël. Il a été débancarisé dans la semaine, dans la semaine qui a suivi. Non mais là, il y a comme un dénominateur commun, on va dire ça. Ce qui est juste. Ce qui me gêne quand même. Oui, allez-y. C'est vraiment que les banques se politisent à ce point. Même par-delà l'événement actuel,
il faudrait qu'elles restent dans leur rôle de neutralité. Mon sentiment, vous le savez bien, et je pense que vous partagez, c'est que d'ailleurs, on le voit avec Trump. On le voit avec Trump. C'est le président des États-Unis, en personne, qui appelle le gouverneur de la Fed, oui. Enfin le secrétaire au Trésor, pour que la pression, pour qu'il appuie sur le bouton et que Trump se fasse virer de ses banques. Et alors, puisqu'on est sur Israël, il y a quand même... Alors, je ne sais plus où je l'ai mis, celui-là. Alors, le patriarche Théophilos III. Exact. Voilà, allez-y, donnez-le. Le patriarche de Jérusalem, de l'Église orthodoxe grecque. Exactement, voilà. C'est-à-dire... Oui, c'est un dangereux, hein, c'est un dangereux terroriste, hein, le patriarche de l'Église grecque. Eh bien, les comptes bancaires ont été bloqués aussi. Oui, à la demande de la mairie de Jérusalem. Oui. Voilà, donc regardez, donc là c'est les titres. Là, ça date du 18 août. Tout ça, ça se passe au mois d'août, hein, comme d'habitude. Voilà, Israeli official arrested in Nevada. Child sex operation is released and back in Israel. Ça a fait un scandale sur les réseaux sociaux. Oui. Rien dans la presse normale. Non. Rien dans la presse. Donc ça vous montre qui contrôle quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, la presse française, n'en parlons pas. Pardon, j'ai rien dit. Non, la presse française... La presse... Quoi ? Les journalistes français sont occupés à préparer, à savonner la planche à Mme Dati pour l'élection. Oui. Patrick Cohen. Oui, Patrick Cohen, le même qui... Thomas Legrand. Voilà, quel truand, celui-là. Thomas Legrand. Oui, non, mais c'est des truands. Je soutiens Rachida Dati. Non, mais... Rachida, je t'aime. Non, mais l'affaire Thomas Legrand... Patrick Cohen révèle quand même la collusion... mais collusion totale des médias. Mais en plus des socialos, ils ont 1,7%. Par nos impôts. Exactement. Est-ce que ce ne serait pas le moment, Pierre, vous me permettrez de citer un extrait du général de Gaulle? Je vous en prie. Non, c'était... le bouquin dans les mémoires de Pierre Fitt. Pierre Fitt, c'était de Gaulle. Voilà ce qu'il dit sur les journalistes. C'est quand même très intéressant parce que c'est d'une actualité brûlante. Je me permets de le citer. Permettez-moi. Pierre Fitt, je vous supplie de ne pas traiter les journalistes avec trop de considération. Quand une difficulté surgit, il faut absolument que cette faune prenne le parti de l'étranger contre le parti de la nation, dont ils se prétendent pourtant les porte-paroles. Impossible d'imaginer une pareille bassesse. Et en même temps, une pareille inconscience de la bassesse. Vos journalistes ont en commun avec la bourgeoisie française d'avoir perdu tout sentiment de fierté nationale. Absolument, mais vous savez que dans mon livre le moustachu et la vengeance de la planche à billets, on en a parlé ensemble. La vengeance de la planche à voilà, j'ai été amené à étudier la position de toute la presse quotidienne dans les années 38, 37, 38, 39, 40. Voilà. Et ce que j'ai vu, c'est comment les journalistes français, pas tous, mais la majorité s'est vautrée dans une espèce d'idolâtrie de l'Allemagne et de la promulgation de l'Europe, déjà. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de nous vendre l'Europe et finalement, cette Europe, ils nous l'ont revendue. Alors que les Français ont voté contre, je vous signale, mais on est quand même dedans. Mais vous savez, dans ces années-là, Walter Einstein, qui a été un des piliers du régime nazi, puisque c'était lui qui formait les SS. Oui. Walter Einstein s'est retrouvé président de la Commission européenne après 1945. Oui, je ne sais pas du tout ça. Et c'est lui qui avait rédigé le rapport qu'il avait remis à Hitler, qui s'appelait Das Neue Europa. La nouvelle Europe. C'est Kalergi, notamment, qui nous avait parlé de Das Neue Europa. C'était même un livre, d'ailleurs, de mémoire, que j'ai lu il y a longtemps. Alors justement, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de... Tiens, justement, puisqu'on est sur Israël, eh bien, figurez-vous que la Norvège vient et l'Espagne aussi, mais la Banque centrale de Norvège, la Norges Bank, donc qui gère également un fonds d'État de 2 trilliards de dollars quand même. Oui. C'est énorme. A décidé de progressivement se séparer de tous ses investissements dans des actions de compagnies israéliennes et de sanctionner le gouvernement de Netanyahou. Elle a vendu d'un seul coup 11 titres. Il en reste 61, mais je pense que là, en fin septembre, ils auront tout vendu. Et ça a été un gros coup dur pour Netanyahou. Et en fait, en ce moment, même l'Espagne, il y a plein de pays qui se soulèvent contre les crimes de Netanyahou. Oui, mais Pierre, vous voyez que c'est la même chose. C'est-à-dire que les banques politisent leurs actions.
Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'elles restassent complètement neutres dans cette affaire? Je vous pose la question. Vous voyez ce que je veux dire? De même qu'elles ne doivent pas sanctionner les clients ordinaires, fussent-ils candidats à la présidence de la République. Non, mais pardonnez-moi, on peut pas mélanger. Je veux dire, aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est 7 milliards sur cette planète. Donc, on peut diviser par deux, on peut dire qu'il y a 3 milliards de portables, qui sont tous aujourd'hui des portables, des smartphones, voilà, qui se sont transformés en télévision. Vous avez 3 milliards, vous avez un génocide qui apparaît chaque jour sur 3 milliards de portables. Donc, effectivement, des mômes massacrés. Moi, je vois des images tous les jours, mais attendez, je veux même pas en parler. Enfin, je suis tellement remonté, révolté contre ce gouvernement fasciste né de Netanyahou et contre tous les sionistes d'ailleurs qui le soutiennent, Marine Le Pen entre autres, donc c'est tout à fait extraordinaire. Mais en même temps, je suis pas surpris, l'extrême droite soutient l'extrême droite, ça va avec. Donc on peut pas mélanger, si vous voulez, quand vous voyez des enfants se faire massacrer, décapiter, etc. Donc à un moment donné, il y a une action politique. Là, c'est la banque centrale, c'est le gouvernement norvégien. Attention, c'est pas une banque privée. Ah oui, la banque centrale. D'accord. Oui. Ok. Pareil. Non. Banque centrale, instrument politique. Voilà, mais puisque vous parlez de ça, regardez. Boston Consulting, rappelez-vous, Bain, Bain, vous savez, Boston, Bain, McKinsey, etc. Ces boîtes de consulting qui sont en fait CIA et Mossad, c'est le cas de Bain, et qui ont géré les pandémies. Oui. C'est eux qui avaient géré les masques, etc. Le BCG, Boston Consulting Group, il est en train de faire un plan pour transférer les Palestiniens de la bande de Gaza en Somalie. En Somalie ou Soudan, je ne sais plus. Mais attendez, pardon. C'est que le Boston Consulting, là c'est du 18, et c'est le Financial Times qui le révèle. Oui, donc absolument. On est bien dans notre... Boston Consulting, dans le Financial Times, révèle qu'ils ont élaboré un modèle de nettoyage ethnique des Palestiniens sous couvert de déplacer la population de la bande de Gaza vers la Somalie et le Somaliland. Voilà. Et moi je rappelle, tu vois, Ben et compagnie, Orit Godiech, pardon, c'est la patronne de Ben, c'est la fille d'un général israélien et elle-même agent du Mossad, une opérative du Mossad. Et tout ce qui touche de près ou de loin à Ben, c'est Mossad. Alors, donc c'est Israël. Ben, B-A-I-N. B-A-I-N, comme un bain. Oui. Voilà. Sauf que là, c'est un bain de sang. Pardon. Voilà, vous l'avez fait. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est tombé. Et pendant ce temps-là, tiens, je vous montre ça, puisqu'on a parlé de censure de Twitter tout à l'heure. Oui. À l'époque, Twitter, je ne parle pas de X. Regardez, TikTok a embauché une Américaine juive fière d'être sioniste. Voilà. La stratégie du Mossad est toujours en place, nommer dans tous les médias des agents afin qu'ils puissent contrôler le message global. Et c'est dans le Jérusalem Post. Excusez-moi, mais TikTok... C'est dans le Jérusalem Post. Oui. Mais TikTok, c'est la Chine qui contrôle TikTok. C'est la Chine, mais aujourd'hui, TikTok ne fonctionne que par l'autorisation de Trump, rappelez-vous. Il était question d'interdire TikTok aux États-Unis. Donc, ils ont dit, on vous laisse, mais vous embauchez des Israéliens pour contrôler l'antisémitisme, les messages antisémites. Voilà. TikTok a désormais engagé un agent du Mossad, une ancienne membre de l'armée israélienne et une fière sioniste, Erika Mindel, pour diriger la censure. Oui. La censure, c'est-à-dire que vous avez remarqué toutes les censures, comme le crédit coopératif qui vire l'union de l'association des étudiants juifs non sionistes. Voilà, regardez. C'est dans le Financial Times. Voilà. Je veux dire, pour les gens qui disent oui, vous parlez, non, c'est dans le Financial Times, donc c'est quand même de la finance, parce que c'est des milliards qui sont qui sont en jeu. C'est absolument scandaleux. Moi, je rappelle simplement qu'Israël a tué 14 journalistes depuis le début de la guerre. 274 journalistes. Dans le bombardement. Non, des snipers, etc. Des snipers. Voilà, j'avais fait un papier là-dessus, ça date du 18 août. Voilà, recordman, tiens, Israël, recordman mondial d'assassinat de journalistes. Voilà. Je crois qu'en fait, ils ont, en guerre du Vietnam, qui a duré 20 ans, 63 journalistes morts. Deuxième guerre mondiale. Bah oui.
J'ai pas le chiffre. Vous étiez au front, vous. Oh. Vous étiez avec le général Patton. 69 journalistes tués pendant toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale. Et figurez-vous que donc, le génocide de Gaza, 262. Alors, là, c'est pas jour, c'est 274 en une année et 10 mois. Oui, c'est ça, 2 ans. Non, mais vous vous rendez compte? Voilà, là, je montre le graphique pour un zoom. Oui, mais c'est partout. C'est Al Jazeera, entre autres. Bon. Mais c'est également la presse anglaise. Tiens, maintenant, regardez. Netanyahou, toujours, puisqu'on parle de censure, Netanyahou a menacé le New York Times de procès, parce que c'est de la diffamation de dire que c'est un génocide. Oui. De diffamation, non mais... Diffamation, oui. Non mais, c'est des criminels, je sais même pas quoi. Alors, Pierre, nous allons... Non, je suis énervé. Oui, je vois. Alors justement, vous risquez de pousser une sainte colère. Nous allons continuer sur les États-Unis, mais d'une autre façon. Nous avons aussi des opérations de blanchiment dans lesquelles un certain nombre de personnalités américaines sont impliquées, dont M. Bill Gates, qui a fait un délit d'initié caractérisé. Caractérisé. Oui. Il a totalement caractérisé. Juste avant les... Mais un niveau, alors, c'est du délire. Attends, juste avant c'est du 1er septembre. Voilà. Juste avant l'éclosion du Covid, il a acheté 1 million d'actions de BioNTech. Voilà. Juste avant. BioNTech, bon... En fait, il a acheté dans la semaine où il y a eu la répétition d'une soi-disant pandémie qui était de octobre ou novembre 2019. Là, il faut voir le livre de Philippe Aymar qui en parle beaucoup, qui a rappelé cette affaire, justement. Et c'est Robert Kennedy qui a révélé l'affaire. Exactement. Robert Kennedy, ministre de la Santé actuel. Ouais. 2 ans plus tard, il a revendu presque toutes ses actions avec un bénéfice de 242 millions de $. Voilà. Ouais. C'est un truand, mais bon. Alors ça, on continue aussi dans le... C'est la JP Morgan Chase qui a été condamnée aussi. Elle n'a pas été condamnée, elle a fait une transaction. Mais comme d'hab, mais comme d'habitude, c'est la 3 millième transaction que j'observe depuis 15 ans. À 330 millions. Attends. Pourquoi ? Elle aurait facilité le détournement de milliards. Toujours dans l'affaire malaisienne. Oui, là, j'invite effectivement à voir ma revue de presse précédente de l'été. C'est colossal. C'était un fonds malaisien, ou malais, je ne sais pas si on dit malais, ou malaisien, donc un fonds d'investissement public qui, C'était le Premier ministre malaisien qui a carrément détourné, je crois, de mémoire 7 milliards, je ne sais plus, qu'il les a mis sur son compte perso. Et puis après, il a ouvert des comptes Edmond Rothschild. JP Morgan. JP Morgan, Edmond Rothschild, la banque suisse, UBS, Crédit Suisse, Julius Baer de mémoire, enfin tout dans la revue de presse précédente. Ouais. Mais moi, je voudrais revenir sur Bayrou, parce qu'on est vraiment dans l'actualité. Oui. Et notre ami Jean-Pierre Chevalier a noté que le discours de la semaine passée a fait perdre 20 milliards de capitalisation aux trois grandes banques, au Crédit Agricole, Société Générale et BNP. Oui, voulez-vous expliquer à nos téléspectateurs comment ça s'est fait ? Parce que s'est-il passé ? Pourquoi ces banques ont perdu 20 millions à cause du discours 20 milliards. 20 milliards, pardon. À cause de capitalisation. À cause du discours de Bayrou. Expliquez-nous cela. Tout simplement parce que tous les grands investisseurs, entre guillemets, les assureurs et surtout Goldman Sachs, Cerberus compagnie, les Japonais, qui achètent la dette française, en fait, ont perdu confiance dans les finances de la France. Oui. Entre-temps, déjà, le gouvernement, après cette info, le gouvernement est tombé. Au moment où on enregistre, là, il vient de tomber. Et donc... le monde financier international n'a plus confiance dans la France. Oui. Voilà, tout simplement. Ce qui se traduit par la hausse des... C'est l'homme malade, on va dire, c'est l'homme malade ou la femme malade de l'Europe. Voilà. La conséquence, c'est la hausse des taux. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup,
suite à la discours de Bayrou le 26 août, voilà, parce qu'il a annoncé l'engagement de l'article 49.1 quand même. Hein. Oui, voilà. Il dit « Je n'ai pas pris en considération les pertes du Crédit Agricole, car cette banque est une usine à gaz abominable, constituée de différentes entités, etc. » Oui, c'est un jeu de bonneteau, le Crédit Agricole. Bref, alors je vous donne un exemple. Le cours du Crédit Agricole est passé de 17 € à 16h30 à 15,38 €. Voilà. Ouais. Oh. Bon. Et à l'avenant, je n'ai pas regardé là, le cours des trois banques, mais c'est... Et du coup, vous avez vu qu'il y a eu une panne géante qui a affecté majoritairement CIC, Crédit Mutuel, etc. Tous les porteurs de... Ils n'ont pas pu payer les restaurants, etc. C'était il y a quelques jours. Voilà, tous les clients n'ont pas pu payer avec leur carte. D'accord. S'ils n'avaient pas d'argent liquide, ils étaient très très embêtés. Quand les clients peuvent payer et quand ils vont au restaurant. Au Carrefour de Montesson, au Carrefour, qui est l'un des plus grands supermarchés de Montesson, il y a eu des centaines de personnes qui, dans la journée, qui ont abandonné des caddies pleins parce que leur carte ne passait plus. Ah oui, et ils n'avaient pas de liquide, bien sûr. Non, c'est une panne générale. On sait. Et puis on trouve de moins en moins de DAB. Voilà, moi je soupçonne des attaques régulières, si vous voulez, non pas spécialement de la Russie, mais d'Israël. Les trolls israéliens sont... De toute façon, Netanyahou nous a menacés. Hein. Meyer, l'ancien député, Meyer Habib, nous a clairement menacés. D'attentats, etc. On ne se laissera pas faire si Emmanuel Macron reconnaît la Palestine lors de son prochain voyage. Alors, il va aller en effet à New York pour faire reconnaître... Non mais, est-ce que vous imaginez la trahison de Trump? L'administration Trump a interdit aux Palestiniens, donc à l'ambassadeur palestinien, il ne lui donne pas le visa pour venir aux États-Unis pour le truc de l'ONU. Oui. C'est monstrueux. Oui. C'est monstrueux. Alors, toujours aux États-Unis... Que va faire Donald Trump avec le gouverneur de la Fed? Vous croyez qu'il va arriver à le... Alors, justement, vous faites bien d'en parler parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires là, pendant cet été. Alors, figurez-vous qu'une membre de la Fed... Oui. Alors, attends, je sais plus... La Banque centrale. La Banque centrale. Vous l'avez? Je l'ai. Je ne l'ai plus, moi, je ne la vois pas. Je ne la retrouve plus, la dame. Je ne la retrouve plus. En question, bon, elle a fraudé. Elle a fraudé, cette dame. Alors, en plus, c'est une gouverneuse de la Fed. Attends, c'est pas rien. Oui, absolument. C'est une gouverneuse ou une gouvernante? Une gouvernante. Oui, moi, je l'appelle gouverneuse, moi, pourquoi pas. Ah si, je l'ai, voilà. Comment obtenir un prêt d'une banque quand tu es gouverneur de la Fed? Eh ben voilà. Racontez-nous comment on fait. Non, mais c'est deux affaires Cahuzac. Oui, c'est ça. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. C'est deux affaires Cahuzac. Les yeux dans les yeux, Olivier. Je n'ai pas de compte à Singapour et je n'ai pas de compte à Genève. Je dis. Voilà. Et bien là, les yeux dans les yeux. Alors, d'abord, la gouverneuse Lisa Cook. Voilà. Donc ça c'est drôle parce que en anglais on dit pour bidonner les comptes on dit cuisiner les comptes. Cooking. Cooking cooking. Donc Lisa, non mais c'est drôle. Lisa Cook qui est à la Fed. Elle a été nommée en janvier 2022 par Joe Biden pour fraude dans une demande de prêt bancaire. Oui. C'est-à-dire qu'elle a fait 3 dépôts de mémoire de prêt bancaire en disant qu'à chaque fois c'est sa résidence principale. Oui. Parce que le taux est très bas pour ceux qui achètent pour leur maison principale. Pour leur maison principale. Et donc là ils l'ont vu évidemment. Et donc Trump lui a dit bon vous prenez vos affaires et vous quittez la Fed du jour au lendemain. Voilà. C'est la première chose. Donc mort. Et donc ça permet à Trump effectivement de prendre le contrôle de la Fed et justement peut-être de virer Jérôme Powell. Et alors deuxième scandale, c'est chez les Anglais. Ah oui. Alors ça, même chose. Oh, c'est énorme. Même chose. Non mais c'était énorme. Le ministre, oui. Énorme. Alors allez-y. Non, allez-y, je vous laisse. Cette dame, elle a été exclue du... Le gouvernement anglais est tombé à cause d'elle, hein. Oui. Ouais. C'est pas rien. Alors donc c'est la deuxième affaire Cahuzac, hein. Voilà. Voilà. Donc après l'éviction de Lisa Cook, voici qu'en l'espace de 2 semaines, 2 gouvernements sont tombés. Hier le français, donc là c'est le nôtre.
Et jeudi, donc, c'était le gouvernement anglais. Oui. Madame Angela Rayner a été forcée à la démission suite à ces arnaques similaires à celles de Lisa Cook. Elles ont toutes deux triché sur leur déclaration immobilière. Madame Cook pour obtenir des taux bas pour une résidence principale, enfin 3 résidences principales, et Madame Rayner pour avoir triché sur ses déclarations d'achat immobilier afin de ne pas payer 40 000 livres d'impôts à l'État anglais. Parce qu'elle avait dissimulé 800 000 livres de patrimoine. C'est énorme. Voilà. Attends, c'était la même qui disait aux Anglais qu'il va falloir se serrer la ceinture et qui voulait imposer des taxes supplémentaires sur les résidences secondaires des Anglais. Exactement. C'est énorme. C'est Cahuzac. Comme en France. C'est Cahuzac. Oui, c'est Madame cette ministre qui déclare. Voilà, je montre ça pour le montage. Donc ça, c'était c'est le 9 septembre. Voilà, c'est l'article du. Et donc du coup, effectivement, d'un seul coup, les déclarations, voilà, le Daily Mail écrit, les déclarations précédentes de Mme Rayner l'avaient exposée à des accusations d'hypocrisie, en particulier de la part du député conservateur Kemi Badenoch, qui a affirmé que la position d'Angela Rayner était intenable depuis des jours. La vérité est simple, elle a esquivé l'impôt, alors que c'est la chef des impôts. Voilà. Cahuzac, c'est Madame Cahuzac. On n'est jamais mieux. Et donc, on n'est jamais mieux servi que. C'est comme la gouverneuse de la Fed. Voilà. Elle demande un prêt. Ouais. La gouverneuse de la Fed, elle gagne quand même des millions. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Ouais. Mais ces anglo-saxons, c'est quand même... Bon, en même temps, on n'a pas de leçon avec Cahuzac, on n'a pas de leçon à leur donner. Hein. Alors, les anglo-saxons en question, c'est les Anglais, ils envisagent de pousser l'âge de la retraite à 80 ans. Oui, vous avez raison de le souligner. Et alors, quelle est l'espérance de vie moyenne en Grande-Bretagne? Non mais... 78,8. Autrement dit, les gens vont cotiser. Bon, je pense pas que c'est pas une cotisation, c'est un impôt. Ils vont payer. En fait, c'est un impôt. Pour ne pas avoir de retraite. Exactement. Mais en fait, c'est un impôt. C'est-à-dire que les cotisations retraite se transforment en impôt. Oui. Bismarck avait fait la même chose. Oui. Bismarck, de mémoire, avait... Oui. Rappelez-nous le... c'est ce qu'on appelle le bismarckisme. Il l'a inventé, mais... Il y a, dans le programme de Bismarck, il avait mis le programme à la retraite à 60 ans ou 58, parce que c'était la moyenne d'âge. L'espérance était à 60 ans, je crois. Mais le programme bismarckien n'avait pas que des inconvénients. Il était... Ah non, mais j'ai pas dit que c'était... D'ailleurs, nous sommes plutôt, nous, en France, sur un système plus bismarckien que beveridgien. C'est-à-dire à l'anglaise, où c'est l'État qui paye. Oui. Vous voyez, c'est assez différent. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. Simplement... pour revenir à l'Angleterre. Oui, alors justement, moi ce que j'ai observé, là c'était entre juin et là en septembre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gouvernement anglais, donc Mme Rayner, justement, on va repousser l'âge de la retraite à 63, puis 64, puis 65, puis 67. Oui. Et je crois que j'en ai même parlé avec vous. Oui. Et puis là, c'était 69, puis 72. Oui. Et là, regardez. 80 ans. Là, c'est le 28 juillet, toujours pendant les vacances, là où les gens ne le voient pas. Alors, Aldostérone, il nous a fait un message assez drôle. Il dit « Je me suis trompé dans mon premier post signalant que le gouvernement anglais envisageait de repousser l'âge de la retraite au-delà des 70 ans. Hier, j'avais posté que l'âge de la retraite pourrait être porté à 74 ans. C'était basé sur des informations relayées par les médias. » Des fake news. Oui. Ce matin, on nous dit qu'en fait, on pourrait atteindre 80 ans. Toutes mes excuses. Oui. 80 ans. Non mais attends, ça nous arrive là. Oui. Moi, je rappelle que les débats sur la retraite en France, c'est dû au vol des caisses de retraite par les banques américaines entre 2002 et 2009. Oui, 2008-2009. Oui, c'est ce que la dernière fois que je vous ai invité sur votre livre, 2008. Évidemment. Mais nous avons en France... Et là, on le voit. Mais les Anglais ont été dépouillés de la même façon. Oui, exactement. Et nous avons une dame en France qui veut notre bien. C'est Madame de Montchalin qui fait la même chose. Et qui veut massacrer les retraites. Bon. Oui, ça vous laisse savoir. Non, mais moi, c'est le plus cynique des calculs capitalistes, quoi. C'est horrible. À ne pas payer de retraite à des gens qui ont pourtant cotisé toute leur vie. Autre traduction, c'est du vol pur et simple des cotisations retraite. Voilà. Clairement. Autant repousser l'âge légal à 90 ans. Voilà.
Pardon, je trouve ça drôle, mais c'est du cynisme. Tragique. Mais c'est pour être certain que seuls 1 ou 2% des cotisants la toucheront. Ouais. Et encore, juste pour quelques semaines. Au mieux pour quelques mois. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont pas aller en vacances, qu'ils vont pas aller suivre voilà, parce que 90 balais, bon, en général pour marcher, ça devient un peu difficile. C'est un peu difficile. Oui. Voilà. Et à ce sujet, donc, je salue le député du Grand Conseil de canton de Genève qui nous suit, qui suit la revue de presse, Monsieur François Baertschi. Je ne sais pas si je prononce bien. Baertschi peut-être. Donc du Grand Conseil de canton de Genève. Il m'a écrit, donc, il me dit, Monsieur Jovanovitch, je viens de constater, après avoir lu 2008, les effets très directs de cette crise. Les contribuables, écoutez bien, les contribuables genevois ont dû recapitaliser leur caisse de retraite des fonctionnaires en 2013. Oui. Puis une nouvelle fois aux alentours en 2020. Oui. Et voilà. Et le refinancement n'est pas terminé. Ce sont les fonctionnaires par les baisses de retraite et les contribuables qui en subissent les conséquences. Dans le plus grand silence, parce que personne ne fait votre analyse. Alors je remercie monsieur le député. Je suis même, c'est intéressant de voir que des députés suisses nous suivent, parce que moi j'aimerais bien que des députés français se bougent un peu les fesses, notamment pour interdire aux banques de dire à un client qui n'est pas à découvert, qui n'a jamais eu un problème, de les virer du jour au lendemain. Ça devrait être formellement interdit, vu qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas vivre sans banque. Ouais. Oui, bien sûr. C'était possible dans les années 70. Oui, on n'a pas besoin des banques. Aujourd'hui, vous êtes marqué par une banque. C'est l'objet de mon livre 777, je vous rappelle. La bancarisation de ménages remonte à la fin des années 60, au début des années 70. 76, obligation. Enfin, c'était pas. Il n'y a jamais eu de loi là-dessus. Non. Mais petit à petit. Bon Dieu. Appelez-moi tout de suite Hoffman, le rédacteur du journal L'Époque. Mais rappelez-vous, moi, c'est tous les films noirs des années 60, avec Bernard Blier, avec Lino Ventura. Les malfaiteurs attaquaient la camionnette qui avait les billets pour aller chez Simca, pour payer les ouvriers de Simca à Poissy. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Et j'ai même vous étiez à Poissy. J'ai même un souvenir personnel. Oui, allez-y. Mon père était chargé justement de la paye des ouvriers dans l'usine où il travaillait, dans la banlieue du Havre. Et il payait toutes les semaines les ouvriers. C'est ça. En liquide. Oui, en liquide, absolument. Et les gars qui apportaient l'argent avaient une mallette de exactement, une mallette avec des menottes. Et il a finalement pris la décision de payer les femmes. Parce que parce que le mec, il dépensait l'argent en alcool. Oui, c'est vieux, ça. Alors, tiens, justement, puisqu'on parle des retraites, regardez. Ça, c'est... Ah oui, intéressant, le tableau. Non, mais ça confirme, si vous voulez ce que dit le député, ça confirme à nouveau le principe de 2008. Alors, ça, c'est la preuve supplémentaire du vol des pensions. John Arnold a vu que les fonds de retraite de la police et des pompiers de Chicago... Ah oui, c'est impressionnant. Sont les moins bien financés du pays. Voilà, ça c'est du 5 août. Ça sort toujours au mois d'août, vous avez vu ? C'est du 15-20%, quoi. Regardez. Voilà, c'est le bas. Et alors, regardez, par exemple, tout ce qui est, par exemple, les employés de l'eau, ceux qui, ils sont à 52%. Les instituteurs, leur retraite, il n'y a que 43%. Donc, en fait, techniquement, ils ne payent que 43% de retraite de ce qu'ils doivent. Oui, ils ne les ont pas. Oui, bien sûr. Les firefighters, 21%. Worst, voilà, ça c'est les pires. Voilà. Et les Worst funded financial municipal retirement system in the nation. C'est les chiffres de 2023. Et il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans, j'avais été en Californie. Et le gouverneur nous avait fait une conférence, le gouverneur de Californie, sur le financement des retraites, qu'ils avaient confié à un organisme privé qui s'appelle CalPERS. CalPERS, oui, bien sûr. Ils se sont fait rétamer en 2008. Voilà, Californie Personal. Et alors, un immeuble, un siège social absolument magnifique. Et en effet, il y a eu l'affaire où ils ont pas pu payer parce que... Mais parce qu'ils ont été volés par Goldman Sachs, par tous les autres. En 2008, regardez. Ça, c'est le journal de Montréal. On salue nos
hein, nos téléspectateurs et lecteurs canadiens, hein, québécois. Le journal de Montréal, UBS paiera 300 millions de dollars canadiens milliards américains, pour régler un dossier de Crédit Suisse lié à la crise des suprêmes. Autrement dit, ils ont dépouillé une caisse de retraite encore. Voilà. Ben oui. Et aujourd'hui, vous avez le gouvernement français qui ose nous faire croire que ce sont les boomers qui sont responsables. Bien sûr. Bayrou a dit que la crise des suprêmes a joué un rôle colossal. Il l'a dit. Il n'a pas cité les subprimes, mais dans son... Il a dit la crise des suprêmes. Ah si, j'ai entendu. Mais vous savez, il avait recensé des événements qui avaient affecté... Hier, il a parlé de la crise des suprêmes. Ça, il faut lui envoyer votre livre, puisque maintenant il va... Même Rotaillot, Madame Rotaillot est venue chercher le livre 2008 au Jardin des Livres. Intéressant. Donc c'était intéressant. Oui, parce qu'au moment de payer, on s'est rendu compte qu'elle s'appelait Madame Rotaillot, avec sa carte. Regardez, ça c'est le vol des Français en plein jour. Alors, je me dis tous ceux qui ont de l'assurance vie, je veux dire, oubliez, dégagez-vous, sortez de là. Regardez. Ils ont amené pendant l'été, le 5 août, désormais, le livret A va passer de 2,4 à 1,7% de rémunération. C'est une honte. C'est un vol global des citoyens. Surtout avec l'inflation. Il ne faut pas que je m'énerve. Calmez-vous, mon cher. Mais avec l'inflation, c'est pire. Mais l'inflation, elle est de 8 à 10 minimum. Alors, vous savez ce qu'a dit... Elle est de 8 à 10 minimum. Vous avez vu ce qu'a dit le ministre des Finances? Vous vous rendez compte, c'est un vol de 6... Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit, l'inflation est derrière nous, définitivement. J'ose même pas vous dire l'image que j'ai eue dans la tête. Vous voulez dire qu'il l'a quelque part? C'est ça que vous voulez dire? Oui. Non, pardon. Sérieusement. Regardez. Affirmer une pareille chose, alors qu'on sait... Non, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, l'INSEE a donné un chiffre. Entre 21 et 25, les prix alimentaires ont augmenté de 24%. C'est un chiffre de l'INSEE. Regardez. Vous montrez sur votre revue de presse. Alors ça, c'est du 26 août. Des articles très ordinaires, un litre de lait ou que c'est trois photos de nos lecteurs de télé que je remercie. Qui sont sécurisés. Voilà, regardez, un morceau de poulet. Une cuisse de poulet qui est sécurisée, qui est un antivol. Avant, c'était vraiment le whisky, quoi, les bouteilles d'alcool. Ouais. Voilà, on est arrivé, mais ça fait longtemps que j'en parle. C'est curieux de mettre un antivol sur un poulet. Voilà. Là, vous avez un antivol sur des bouteilles de lait. Oui. Des bouteilles de lait. Allô de lait, pardon. Et là, c'est quoi? Et là, alors là, c'est carrément... Avant, c'était les jeux vidéo à 80 € qui étaient mis dans un truc transparent, dans un petit coffret plastique transparent. Et maintenant, c'est quoi? C'est une tablette de chocolat. Oui, parce une tablette de chocolat. Oui. Alors bon, c'est le chocolat de Dubaï. Alors, il paraît que... j'ai goûté, franchement, il n'y a rien de transcendant. Mais je veux dire, ils sont obligés de le mettre. Alors que Dieu nous est témoin, chers téléspectateurs, mon cher Olivier, cela fait plus de 10 ans qu'on explique à nos spectateurs acheter de l'or. Oui. Et l'or a battu un nouveau record, 3 650 $ l'once. C'était hier. Voilà. 3 650. C'est-à-dire que ça a pris 1 000 $ en un an. Oui. 1 000 $ en un an. Oui. Et à nouveau, c'est pas l'or qui monte, c'est votre capacité d'achat de votre billet de banque qui descend. Et vous publiez d'ailleurs une statistique donnée par notre ami Jean-Pierre Chevalier, les hausses de prix par rapport à l'euro. Oui, c'est dans le Parisien, ça. Depuis le passage à l'euro. Oui. La baguette de pain, 34%. Oui. Est-ce que votre salaire a augmenté 34%? Non. Les pommes, 55%. D'ailleurs, est-ce que votre salaire a augmenté de 55%? Non. C'est tout ce que je vois. Ouais. Parce que j'ai posé la question à mes lecteurs, ils m'ont tous répondu. Ils m'ont dit non. Oui. Ils m'ont dit si mon salaire a progressé peut-être de 15-20%. Ah, vous savez, alors, c'est tout. Je renvoie nos téléspectateurs au témoignage aussi. Dans votre revue de presse, il y a des témoignages. Oui. Des gens qui parlent de leurs parents, qui ont pu payer des études à leurs enfants, exactement. Qui ont pu les sortir. Madame ne travaillait pas. Une condition ouvrière difficile. Exactement, 3 enfants. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Non, c'est impossible. Alors, dans la liste des hausses des prix depuis le passage à l'euro, il faut quand même signaler contravention, stationnement, 206%. Non, mais c'est une honte. Le timbre rouge, moins de 20 grammes, il a fait 178%. Voilà. Et moi, je dis simplement, je demande aux députés, voilà, il faut voter une loi de manière à ce que la hausse des salaires soit
comment dire, renouer à l'augmentation des prix, comme c'était avant. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, si depuis, je parle simplement depuis 2001, et je le répète, c'est dans le livre 2008, si votre salaire, le SMIC, aujourd'hui devrait être à 4 500 € brut. Comme en Suisse. Exactement, comme en Suisse. Oui. Bon, en même temps, je ne suis pas certain que les Suisses également, mais ils ont quand même plus suivi. Hein, oui. Ça, c'est incontestable. Et surtout, les prix sont très élevés. Oui. Mais la différence pour les Suisses, je veux dire, un smicard suisse vit nettement mieux qu'un smicard français. Pardon. C'est l'idée. Alors, attends. À propos du SMIC et du timbre... Tiens, là par exemple, le prix du timbre de base de la Poste va augmenter de 7,4 en janvier 2026. Voilà. Mais l'INSEE ne le verra pas de cet œil, évidemment. Et donc, le Rudy Havenstein nous a expliqué qu'il y a 50 ans, le salaire minimum aux États-Unis était de 1,25 $, soit 5 pièces quarter. Vous savez, c'est la pièce 25 cents qui était en argent. Ouais. Hein, c'est les pièces Kennedy qu'on appelle. Voilà. En 2025, ces 5 pièces en argent valent 35 $. Alors que le salaire minimum horaire en Californie n'est que de 16 $. Donc vous imaginez comment le système capitaliste a volé les pauvres gens. C'est du vol organisé. Là, on le voit, je veux dire, c'est du 18... C'est fou, cette revue de presse du mois d'août. Ouais. Elle est extrêmement puissante, hein, je m'en rends compte avec vous. Mais parce que tout passe au mois d'août. Oui, c'est ça. Alors, y compris d'ailleurs. Voilà, regardez cette image, c'est quand même incroyable. Oui. Et dans les prix, alors, timbre rouge, vous dites 178% d'augmentation. Et il dit, pardon, je termine là-dessus, il dit en 2024, 5 de ces pièces en argent ont une valeur de 35 $. Nous n'avons pas besoin de salaire minimum. Non. Nous avons besoin d'une monnaie solide. Oui. Et ça, c'est votre credo depuis toutes ces années. Nous avons... Et c'est le credo de Chevalier, d'ailleurs. J'ai fait c'est le credo de vous deux. Un petit texte là-dessus, bien sûr. Je pense quand même que c'est le credo de Charles Guève. Oui. Mais avec l'illusion que l'augmentation de la monnaie créerait la croissance, alors que c'est exactement le contraire. Voilà. C'est le contraire. C'est la croissance qui crée la monnaie. Sauf si cette monnaie est confisquée par les pouvoirs centraux, comme elle est confisquée aujourd'hui par la Banque centrale. Tiens, je vous donne... Regardez. Moi, je dis simplement que les Français sont pénalisés 2 fois. Leur monnaie ne vaut plus rien, donc l'euro, donc dépréciation. Oui. L'or, j'en parlais il y a 2 secondes. 3006. 3006. Leur monnaie, donc l'euro ne vaut plus rien. Donc dépréciation, l'once. Et le livre A ne rapporte... on vient d'en parler, 1,7. Oui. Alors qu'en Angleterre, ils donnent 5% aux gens. Les banques donnent 4,8, 4,9. Ils donnent du 5%. Et nous, vous avez le gouvernement Bercy qui vole le français en plein jour maintenant. Oui. C'est... Non mais c'est un vol en plein jour, ce sont des trilliards qui sont volés aux Français. Oui. Olivier. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, si les Français pouvaient consommer plus, il y aurait plus de rentrées d'impôts, il y aurait plus de demandes à l'industrie qui ne serait pas en peine comme elle l'est aujourd'hui. Tiens, regardez, on a un de nos lecteurs, il nous dit, Monsieur Meurice, alors c'est Meurice comme l'hôtel, l'hôtel Meurice. Oui. Voilà. Il nous écrit, j'ai aujourd'hui 56 ans. Le prix actuel d'une bière pression m'a soudainement ramené à mes 15 ans, soit en 1995. Je me souviens qu'on y servait à la pression une bière de Lorraine de la marque Vézelise au tarif tout rond de 2 francs pour 25 centilitres. Oui, c'est ça. D'accord ? Que l'on payait avec la fameuse semeuse des années 40. Aujourd'hui, j'ai pu voir durant mes vacances dans les Landes un troquet qui proposait une bière locale, donc 25 centilitres, au prix de 5,20 €. J'ai machinalement et approximativement fait la conversion en francs dans ma tête, soit aujourd'hui 34 francs. Oui. Voilà. Oui. Aujourd'hui, une bière pression coûte 17 fois plus cher qu'il y a 40 ans. J'ai passé mon chemin. Voilà. Alors, Non mais attendez, c'est énorme. Pour en rire. Oui. Augmentation de la coiffure. Augmentation de la coiffure. Oui, allez-y.
Oui, enfin, nous, on n'est pas concernés. Voilà, c'est ce que mais les dames, nos femmes, si. Oui. Hein, nos femmes sont concernées. D'augmentation depuis l'entrée dans l'euro. Oui. Aujourd'hui, tiens, l'Express, c'était sur l'Express. Aujourd'hui, un cadre gagne la même chose qu'en 1996. La rémunération angle mort de nos politiques publiques. Non, c'est pas un angle mort. C'est un vol global de la population. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et alors j'avais titré ça, c'était le 28 juillet. Il n'avait rien compris en 2008, mais il découvre l'eau chaude en 2025. Ah oui, il s'agit bien entendu Nicolas Bouzou. Oui. Hein, bah, c'est vraiment un bouzou. Donc régulièrement affiché sur BFM Mensonges et autres ces mensonges qui s'est vendu d'une découverte dans le torchon nommé l'Express. En soutenant uniquement les bas salaires, la France charge depuis 30 ans la barque des managers, blabla. Un choix qu'elle paye aujourd'hui, blaireau. C'est maintenant que tu le découvres. Il découvre l'eau chaude. Oui. Il découvre que les Français sont volés depuis 30 ans. Et sous-payés. Mais complètement. Sous-payés. Mais c'est pas qu'ils sont sous-payés, c'est qu'en fait, ça n'a pas suivi. Voilà. L'euro les a tués. Déjà, avant, c'était pas terrible, hein, ouais. mais l'euro les a assassinés. Nous a assassinés. Voilà. Et alors, vous faites... Je reviens à l'Europe et aux États-Unis, parce que vous faites un paragraphe consacré au coup de génie des Américains aux dépens de l'Europe. Je pense que c'est pas mal. Première étape. Forcer la Russie à déclarer la guerre à l'Ukraine immédiatement dans la foulée, interdire tous les pays européens et tous les autres de commercer avec Moscou. Ah bah ça, c'est la première lame. Voilà, Gillette... Étape 2. Voilà, donc vous n'avez plus le droit... Voilà, et la Russie est sortie de SWIFT, donc plus personne ne peut faire un paiement. Ça, c'est l'étape 2, interdire tout virement bancaire avec les banques russes, exactement. Interdisant l'accès au réseau de télécom bancaire SWIFT. SWIFT, nous avions consacré une émission à l'affaire SWIFT avec Héloïse Benamou. Oui, d'ailleurs, heureusement qu'elle avait mes archives. Hein. Heureusement qu'elle avait toutes mes archives. Et elle a fait un bon travail avec vos archives. Oui, c'est surtout moi qui ai fait le travail. Voilà. Troisième étape, une fois que l'Europe et le Canada ne peuvent plus commercer avec les Russes, leur imposer 15% de taxes sur leurs exportations vers les États-Unis. Voilà. C'est exactement les conséquences, les conséquences directes de la guerre en Ukraine qu'on n'avait pas vues. On ne les a pas vues parce que finalement... Mais c'est comme ça qu'il a imposé le contrat à von der Leyen. Voilà. C'est-à-dire que non seulement on est obligé d'acheter pour je ne sais plus combien de trilliards aux Américains, des armes, du pétrole, des trucs, mais surtout des armes. Hein. Il y a un contrat de 690 milliards d'achats de pétrole américain. Le problème, aujourd'hui, c'est que, comme les pays de l'OPEP augmentent leur production, et l'intention dissimulée, c'est évidemment de concurrencer le pétrole de schiste et le gaz de schiste américain. Si le pétrole, Brent ou autre, tombe en dessous de $60, le pétrole de schiste n'est pas rentable, n'est plus rentable. Donc le pétrole américain peut ne pas être rentable en dessous de $60. C'est ce qu'ils avaient fait déjà en 2010 hein, pour tuer le pétrole russe. Oui. Je vous rappelle, hein. Oui, mais c'est toujours en concurrence. Alors tiens, puisqu'on parle de milliards et de trilliards, à nos pauvres lecteurs, spectateurs qui ont des métiers difficiles comme serveurs de restaurants, etc. Le Bercy veut... des pourboires. Exactement, voilà. Bercy, attends, qu'est-ce que j'en ai fait? Bercy veut imposer les pourboires. Vous l'avez? Ah oui, il est là. Voilà. Imposer les pourboires. Mais tu peux pas inventer un truc pareil. Non, oui, mais en fait... J'avoue que je comprends mal, parce que... Ils sont hors sol à Bercy. Bercy, vous êtes hors sol. Vous êtes des énarques. Vous avez bac plus 20. Arrêtez de les injurier, quand même. Non, mais ils sont complètement hors sol. Imaginez que dans le budget 2026, les plus de 4 000 € par mois veulent taxer les smicards, les serveurs, les coiffeurs, les chauffeurs de taxi, etc. Des gens qui arrivent à gratter plus ou moins 200 € ou 600 € par mois, suivant le secteur dans lequel ils travaillent, en pourboire, venant de citoyens qui ont encore quelques piécettes dans leur poche. Voilà. Si vous voulez aider ces gens-là, payez vos pourboires en liquide. Mais la plupart du temps, c'est en liquide. Oui, heureusement, d'ailleurs. Parce que si c'est au-dessus de la facturation en carte bleue, ça sera imposé. C'est un problème. Voilà. C'est imposable. Ouais, voilà. Et donc Bercy veut déclencher une révolution. Hein, voilà. Ça, c'était sur l'AFP. Voilà, même les Échos, on en fait. Un pour le dossier explosif des pourboires dans la restauration. Mais vous êtes dingue. Ouais.
Mais vous êtes complètement fou. Alors, vous voulez gratter 3 francs 6 sous, pauvre mec. Pendant ce temps-là, vous avez le Crédit Agricole qui a truandé les impôts, qui vous a truandé, Bercy, en faisant du cum-cum. Hein, j'en ai parlé dans la revue de presse précédente, vidéo de cet été. Ils ont... Enfin bon, passons. Allez, dernière cerise sur le gâteau. Je me suis jamais énervé autant de fois que... Oui, c'est ce que je vois, c'est pas bon pour votre santé, mon cher. Alors, dernière cerise sur le gâteau, un beau cadeau. Non, mais essayez de gratter les pourboires. Il y a le Mercosur. Mais il y a une nouveauté. C'est petit. C'est comme... Vous savez, c'est comme le truc des inconnus. Vous avez la télévision italienne, il y a un mec qui lui fait les poches pendant qu'il présente le journal. Vous vous souvenez de ce sketch? Oui, bien sûr. Non mais c'est ça, Bercy. Vous en êtes là à gratter. Vous allez prendre 10% sur le pourboire des serveurs. Oui. Et des maîtres d'hôtel, les mecs qui travaillent comme des dingues dans des restaurants. Pendant ce temps-là, les agriculteurs vont subir le Mercosur et nous allons céder nos barrages. Oh bah, évidemment, on vend tout. Mais Macron vend tout. Qu'est-ce qu'il attend pour vendre Brigitte, tiens? Je pense que... c'est une question de prix. Ouais, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de demandeurs. On va se faire des amis, je ne sais pas pourquoi. Vous savez j'ai déjà une descente de police. Hein. Nous avons eu l'électricité. On a créé des fausses concurrences. Bien avec sûr. Des types qui ne produisaient rien. Qui ne produisaient rien. Et maintenant, on vend nos barrages pour qu'on nous fasse repayer l'électricité. Mais qu'on a payé nous avec nos impôts, c'est comme les autoroutes. Exactement. C'est honteux, je veux dire, les barrages, ça doit être national. Ouais. L'énergie, c'est national. Je comprends même pas comment il a prévu. Macron est un traître. Bien sûr. Et le problème, vous savez, Candace Owens est en train de mener une enquête, mais absolument phénoménale. J'ai regardé hier soir. Là, elle m'a bluffé. Ah oui. C'est un autre sujet. Mais ça, c'est Jean-Michel, ça. Oui, non, mais parce qu'on a du Macron, là. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous vendre sur le... Pendant que le gouvernement démissionne, etc., en fait, et alors là, ça a failli m'échapper, hein, je vous assure. Il y a beaucoup de choses qui vous ont échappé aujourd'hui, vous savez. Il y a encore tout ça, là. Oui, mais... Regardez. On n'a plus le temps. Là, c'était... et ça, je l'ai vu, je l'ai vu le 4 septembre. Heureusement, parce que j'ai acheté un journal anglais. Oui. Pendant que les médias français sont occupés par le nouveau gouvernement, en toute discrétion, Emmanuel Macron travaille dans l'ombre pour imposer la carte d'identité digitale. Numérique, oui. Enfin, voilà. Et je serais passé à côté si je n'avais pas acheté. Voilà. Et c'était dans le Daily Mail. Chaque Anglais devrait être obligé de prendre une carte d'identité digitale après que Emmanuel Macron ait demandé d'agir contre le travail au noir. Écoutez bien. Oui, afin que chaque personne qui postule, donc en Angleterre, pour un emploi ou en Europe, puissent prouver qu'ils ont le droit de vivre et travailler en Angleterre. Alors là, vraiment, Emmanuel, c'est vraiment la belle excuse, hein, parce que cette carte, elle existe déjà, ça s'appelle carte de séjour. Bien sûr. Non mais, vous voyez comment ils essayent, avec des mots, ils habillent leur projet puant, liberticide, dans des mots, toujours avec des faux prétextes. C'est comme les Israéliens, en fait. Tout est mélangé pour... c'est l'or des fous, vous voyez, ça brille, vous pensez que c'est de l'or, mais en fait, c'est rien. C'est du toc. C'est du toc, mais c'est pour faire croire aux gens que c'est de l'or. Mais la monnaie numérique arrive, donc on aura la carte d'identité numérique. Ah mais ils veulent tout. Et la monnaie numérique. Je suis là-dessus depuis longtemps, vous le savez. Bien sûr. Parce que Blind Masters était numéro 2 de ID 2020. Oui. Et nous aurons... On en a parlé. La santé numérique aussi, le bulletin tout. De santé numérique. Les vaccins. Vaccins, bien sûr. Le passeport, permis de conduire, etc. C'est ce qu'ils veulent. C'est le fameux projet de Davos, de Klaus Schwab. Alors, ils nous vendent ça depuis 10 ans. Hein. Et Davos, alors, qui vient d'être remplacé, alors ça c'est le sommet, par Larry Fink, qui est le patron de BlackRock. Que j'avais interviewé pour Blind Master, justement. Oui. Larry Fink, il a une admiration folle pour elle. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et Larry Fink prend la place. Présidence, c'est temporaire. Temporaire, hein, c'est temporaire. Mais de Davos. De Davos. Ce qui semble un sommet quand même dans. Et Larry Fink, Larry Fink est vraiment très proche d'Emmanuel Macron. Oui. Parce que il lui avait demandé justement de confier la totalité de nos fonds de retraite à BlackRock. Voilà.
Voilà, donc je veux dire, le monde de la finance, avec le monde de la finance, on a 6 mois, 10 mois, 12 mois. D'ailleurs, vous le savez, tous vos spectateurs, depuis toutes ces années, vous avez vu qu'on a quand même... Depuis combien de temps je vous dis d'acheter de l'or ? Et le patron de BlackRock France, qui s'appelle Jean-François Cirelli, a été décoré de la Légion d'honneur par Macron. Exactement. Pour des hauts faits d'armes. Voilà. Donc, et pendant ce temps-là, Macron a tout fait pour prendre le contrôle de Twitter. Voilà. Regardez ça date du... c'est tout récent. Du 9. C'est la semaine du 9 septembre. Voilà. Les mails ont été rendus publics et triste constat, la France a été avec les États-Unis la première à organiser la censure des réseaux sociaux avec comme cible privilégiée Twitter. Donc c'est avant le rachat par Elon Musk. Par X. Voilà. Le président Macron a tenté avec insistance de contacter le PDG de Twitter à l'époque, Jack Dorsey. Alors moi, ce qui est drôle, parce qu'un jour je sors de chez moi et moi je tombe sur Jack Dorsey. Vous l'avez rencontré, donc je suis allé dire bonjour à Jack Dorsey. Et là j'apprends que Macron n'arrivait pas à le contacter. Et en fait, c'est parce que Jack Dorsey évitait d'avoir le contact direct. Déjà, le fait que la présidence américaine lui prenne la tête, déjà, c'était énorme. Mais il a cédé, il a censuré tout le monde. Ouais. Moi, c'est Sibeth Ndiaye qui m'a censuré. Je suis en shadowban sur Twitter, c'est pour ça que je demande à nos spectateurs, abonnez-vous à mon fil X pour faire remonter, puis surtout parce que j'ai régulièrement des attaques des trolls d'Israël. Donc alors c'est @Pierre Jovanovic en un seul mot. Voilà. Eh bien, ce sera la conclusion de cet entretien. Non, mais on va voir, regardez le mail, c'est 9 septembre, on a toutes les captures, mais c'est énorme. C'est absolument énorme. Il y a un élément de la revue de presse que nous n'avons pas vu aussi, c'est la liste des licenciements. Ça mériterait une émission tout à fait à part. Moi, je dis simplement, attention, pendant que toute la presse française s'occupe du nouveau gouvernement, etc., Macron est en train d'imposer et veut faire imposer dans l'ensemble de l'Union européenne la carte d'identité digitale pour tous. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus... voilà, on aura tout dedans, etc., vaccin, machin... en fait, on va vers le crédit social à la chinoise, c'est exactement ce que veut Davos. Exactement. Voilà, c'est ce que veut Davos. Ouais. Bon, on a beaucoup de choses. Attends, il y a encore plein d'éléments, mais les déclarations de certains Besant américains. Les États-Unis vont désormais traiter la richesse de leurs alliés comme un fonds souverain. Oui, tiens, américain. Juste avant, quelque chose qui va vous faire de la peine, parce que vous nous avez sorti le Au bonheur des DAB, vous vous souvenez ? Oui. Eh bien, il y a 28 500 villes françaises aujourd'hui qui sont privées de DAB. Voilà. Et la presse régionale découvre seulement maintenant le phénomène, alors que nous, on en parlait il y a déjà 4 ans. Mais vous savez pourquoi ? Parce que... Vous vous rappelez ? Bien sûr. Vous annoncez Oui, bien sûr. Voilà. Parce que la presse régionale est possédée par les banques. Tiens, c'est notre lecteur, M. Desportes, qu'on salue. Il dit, en parcourant cet article, j'ai pensé au nombre de fois que vous avez abordé ce point. Et ça vient de la Banque des Territoires, donc la CDC. C'est la Caisse des dépôts et consignations. Oui. Voilà, c'est un bulletin le bulletin de la CDC, oui. Voilà. Et Le Figaro, lui aussi, a écrit « La France a perdu 1500 distributeurs de plus, alors que les Échos fait semblant de se demander combien de DAB reste-t-il ?» Ça, c'était le 5 août. Non, mais incroyable. Voilà. Là, j'ai l'impression que la revue de... Alors, sur quotidien.com, là, c'est sur une page, vous pouvez tout lire. Tout ce que vous avez vu ici, enfin, et tout ce que vous n'avez pas vu, d'ailleurs. À cause de moi. Tout est là, parce que là, la revue de presse de cet été, elle est d'une... Elle est dense. Non, mais en plus, il se passe des choses, ça annonce le futur. Oui, bien sûr. C'est très net, là. C'est très net. Et un futur proche, attention. Oui, un futur proche, absolument. Et encore, nous n'avons pas parlé des suites de l'émission, de M. Bayrou, du sort de Nicolas, de la dette française, de la dette française, et bien d'autres sujets, chers téléspectateurs. Si, tiens, la dette, allez, juste pour finir. Pour la route. Voici les taux des autres pays. Oui. Alors, bon, ça date du 1er septembre. Oui, donc c'est récent. La France doit payer 3,5 sur son obligation, donc sur sa dette, sur 10 ans. 10 ans. Sachant que tout pays qui emprunte à plus de 3% est mort. Si cela se maintient sur plusieurs... Ça, bon, voilà. À titre de comparaison, l'Allemagne paye... Parce que c'est la comparaison qui est intéressante. Oui, l'Allemagne, 2,7%. Belgique et Espagne, 3,3%. Grèce, 3,5%. Oui, à peu près comme la France. Voilà. Italie, 3,6%. En réalité, 4%.
Avec les frais. Avec les frais CTLM, voilà, frais de dossier. Voilà. Dans la poche. Voilà. Ce qui est fascinant, en revanche, c'est que l'Angleterre doit payer 4,7%, donc 5%, alors que son crédit défaut swap, donc la garantie contre l'impayé de Blight, est moins cher que ceux de la France ou de l'Italie. Et pourquoi ça? Eh ben justement, c'est un truc qui me fascine. Seuls l'Allemagne, la Hollande et l'Irlande sont vaguement sous les 3%, donc de 2,7 et les deux derniers à 2,9. Voilà, en réalité, ils sont tous à 3% et plus, ce qui signifie la mise en esclavage complète, voulue et organisée pour leur faillite afin de les réunir dans les États-Unis d'Europe, la fameuse EUE que veulent les Américains depuis c'est notre mise en esclavage. Et le ministre du Commerce américain l'a dit. Les Américains sont non. Bah tiens, il est là. Bessent, il s'appelle. Bessent. Il est là. Attends, parce que vous tout à l'heure vous vouliez en parler. Oui, Bessent, il s'appelle. Ouais, attends, c'est non, ça c'est pas ça. Il est où? Il est où? Il le dit, oui, il a dit, il faut... Ah, il est là, le vol américain. Tiens, il est là, je l'ai. C'est plus du servage, j'ai mis de côté pour vous. C'est de l'esclavage. Voilà. Tenez, regardez. C'est quelle date? 18 août. Voilà. Non, mais vous savez que c'est la première fois en 15 ans qu'il y a eu autant d'infos stratégiques en l'espace au mois d'août. Donc alors, dans cette interview de Fox News, le secrétaire au Trésor américain a dit, enfin, haut et fort, les alliés des États-Unis ne sont ni plus ni moins que ces esclaves économiques et qu'il fallait les voler en plein jour. Donc, chers spectateurs, chers amis belges, voilà, le Canadien aussi sont concernés. Voilà, 2008 n'a été ni plus ni moins que le vol globalisé des cotisations retraite. Committee or the House Ways and Means Committee or what? Well, Larry, I think a good framing of that is other countries, in essence, are providing us with a sovereign wealth fund. C'est ça qu'ils ont braqué. Et ce monsieur ajoute aussi que les alliés de l'Amérique, les alliés européens de l'Amérique, doivent être traités comme un fonds souverain américain. Exactement. Et en orientant les fonds à la discrétion du président américain, de manière à utiliser leur argent afin de construire des usines aux États-Unis et de relocaliser les industries américaines. Et voilà. Tout est dit. Voilà. Donc ça, c'est... Regardez, vous avez même la vidéo. Jamais... Il y a encore 3 ans, jamais il n'aurait osé dire la chose. Bon, en même temps, moi j'ai toujours dit, vous le savez, les Américains ont libéré la France, ils sont allés, la France leur appartient. Ils considèrent que la France... Ils ont une créance. Ils ont une créance éternelle, on va dire. C'est comme si nous, on leur disait, on a une créance éternelle sur les États-Unis. Parce que ça a quand même déclenché la Révolution française. Oui, mais la guerre d'indépendance... la guerre d'indépendance. Ça les a aidés. Bien sûr. Ouais. Sans nous, ils l'avaient pas. Ils gagnaient rien du tout. Les Anglais voilà. Et l'animateur de Fox News, il n'en revient pas. Il dit, c'est de l'appropriation offshore. Oui. Donc, dans son langage, c'est du vol. Oui. Voilà, il dit, vous êtes en train de voler vos alliés. C'est pas nouveau, hein. Au bénéfice de BlackRock. Au bénéfice de Blackstone, de Cerberus, Vanguard, KKR. Exactement. Et du pouvoir. Voilà, si vous ne croyez pas, c'est le 18 août. Voilà. Ne ratez pas cette revue de presse. Ne la ratez pas. Ils ne la rateront pas. Cher Pierre, nous devons mettre un terme provisoire à cette revue de presse. On vous retrouve, voilà, moi je retrouve nos spectateurs à Varennes prochainement. On va voir les dates. On a plusieurs, et puis normalement on doit se retrouver tous les deux à Saumur. On doit retrouver nos spectateurs à Saumur. Vers le fin octobre, non, sauf erreur. On va voir la capture écran des dates derrière nous. Et ça va être très intéressant. Le public sympathique de Saumur et du Maine-et-Loire qui nous avait fait la dernière fois un accueil absolument tout à fait. C'est pour ça que c'est le mot. Moi, ça me fait d'autant plus plaisir parce qu'au moins vous partagez avec moi grâce à vous. Non, mais vous partagez avec moi la chaleur de nos lecteurs et de nos spectateurs. C'est ça qui me fait continuer. Hein. Oui, parce que depuis toutes ces années quand même. Hein. Oui. Parce que je vous parle quand même que ma revue de presse, elle ennuie l'Élysée. Hein. Oui. Ça, au moins, on en a eu la preuve physique. Hein. Aussi bien la maison d'édition que moi-même. Hein.
Voilà. Merci Pierre. Merci à vous Olivier, merci et soutenez TVL, soutenez ma revue de presse également. Mais croyez-moi que l'Élysée aujourd'hui veut littéralement contrôler non seulement les réseaux sociaux, mais en plus les médias indépendants. Pourtant on n'est pas si nombreux que ça. Mais en tout cas on salue tous nos collègues des médias indépendants. Merci à vous. À très bientôt chers téléspectateurs. Bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai « La France s'en tire bien avec une démocratie à l'agonie ». Bien, je dois être très transparent au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas encore si la note de la France sera ou non dégradée, mais depuis le 25 août dernier, manifestement, même si ça doit être le cas, ça ne fait pas paniquer les marchés. On peut même remarquer que la séquence politique de la démission de François Bayrou et de la nomination dans la foulée de M. Lecornu, ça n'a pas du tout chagriné les marchés. Les taux ont continué de se détendre, je parle bien de nos taux français, les OAT, qui d'ailleurs, sur la semaine, font une meilleure performance que les Bund allemands. Alors on a même entendu des âneries comme quoi la France empruntait désormais plus cher que l'Italie. Alors peut-être, oui, durant quelques minutes sur l'échéance 2 ans, mais en réalité, sur 10 ou 20 ans, non. La France est toujours mieux traitée sur les marchés que la dette italienne. En revanche, ce que l'épisode politique qu'on vient de vivre révèle, c'est que tout a l'air effectivement cousu de fil blanc. On nous annonçait le chaos et on a eu un CAC 40 qui a refranchi les 7008. On a des taux longs qui sont retombés en dessous de 3,40. Et puis surtout, contrairement à la nomination de Michel Barnier, là on n'a même pas attendu 24 heures pour connaître le nom du successeur de François Bayrou. Et puis, avant même que son nom ne soit officiellement cité comme Premier ministre, même le Rassemblement national annonçait qu'il n'irait pas dans le sens d'une destitution d'Emmanuel Macron, alors qu'il ne respecte en fait aucun des contrats moraux de la Ve République et de la Constitution. Car en effet, Monsieur Lecornu, même si ses mérites sont immenses, est le plus éloigné, on va dire, de la photographie en temps réel de l'opinion publique et des forces politiques en présence. Emmanuel Macron a nommé un de ses proches, un de ses fidèles. Autrement dit, il ne va pas dans le sens du vote populaire. Il poursuit donc toujours sur la même ligne, c'est-à-dire nommer des gens qui sont favorables, bien sûr, à l'euro-fédéralisme, et avec M. Lecornu, opposition de l'OTAN, très anti-russe. On peut imaginer donc que le narratif, c'est les Russes, c'est la faute à Poutine. Ça va être un des axes pour expliquer que la France a des difficultés qui ne sont pas de son fait, mais qu'on résoudra tout en envoyant des soldats français sur le front russe. Il faut dire que la France, par rapport à d'autres pays qui connaissent des phases politiques compliquées, n'a pas de quoi
inquiéter les investisseurs. Donc on ne va pas avoir de vraie pression sur notre dette et sur des changements politiques majeurs. Par contre, vous le savez, le Japon n'a plus de gouvernement depuis le 4 septembre dernier. Le Népal, eh bien, le gouvernement a été chassé, le palais présidentiel et le Parlement incendiés, parce que le gouvernement avait eu la mauvaise idée de couper les réseaux sociaux et TikTok. La situation reste très chaotique en Indonésie, elle l'est également au Venezuela. En Argentine, Javier Milei a subi un revers électoral majeur dans la région la plus peuplée. Donc on lit beaucoup que M. Milei a sauvé l'Argentine de l'hyperinflation et que la misère sociale est en train de se réduire. Il ne semble pas que ce soit du goût de tous les électeurs qui, de nouveau, ont voté pour des péronistes. Donc oui, quand vous regardez un peu ce qui se passe ailleurs, eh bien, on a l'impression que la France est un pays qui reste relativement stable, mais Macron continue de jouer avec le feu et même avec le feu nucléaire en prétendant partager éventuellement notre force de dissuasion avec d'autres pays européens et en remettant ça sur le tapis épisodiquement pour dire aux Russes, attention, nous sommes une puissance nucléaire, nous pouvons envoyer des troupes au sol, et justement, qui est Premier ministre? Celui qui peut, ou plutôt qui, avant d'être Premier ministre, aurait été l'orchestrateur des fameuses troupes au sol. C'est quand même pas très rassurant. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.